Bonjour, soyez les bienvenus, bonjour Facebook, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, la 18e. Je vous laisse arriver, je vérifie si tout est en place. A priori, oui, ça semble correct. Bonjour à tous, faites-moi un coucou, dites-moi si tout va bien, dites-moi si vous allez bien, dites-moi si vous m'entendez bien. Bienvenue, je vois que vous vous connectez, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Nadine, c'est notre petit rendez-vous, hein, même grand rendez-vous parce que parfois ça dure. C'est un beau rendez-vous en tout cas qu'on a tous les jours et il reste à peu près une semaine. Dans une semaine, nous ferons le tirage au sort, exactement. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai un joli petit rhume qui m'accompagne. Donc nous sommes deux aujourd'hui à vous parler. Alors j'espère que ce sera quand même audible. Cette fois, j'ai prévu les mouchoirs à côté de moi. Donc aujourd'hui, on va parler de mécanismes de défense. Ça, c'est un vaste sujet que je vais essayer de vous résumer le plus courtement et le plus simplement possible. Et pour ceux qui se connectent pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach et thérapeute. J'accompagne les personnes qui ont envie de prendre conscience pleinement d'elles-mêmes et qui ont besoin de s'installer très, très paisiblement et avec une belle puissance à l'intérieur d'eux. Et justement, bonjour Michel. Justement, les mécanismes de défense sont des réactions, des stratégies que nous avons depuis tout petit et qui peuvent aujourd'hui nous embêter, dont il vaut mieux avoir conscience que les vivre sans conscience. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Alors, qu'est-ce que... C'est marrant parce qu'il y a plusieurs années maintenant, la première fois que j'ai fait un salon et une conférence sur un salon, j'avais mis ce titre, Les mécanismes de défense, sur ma toute première conférence. Et je me suis dit, ça va parler à personne parce que je pensais que c'était un terme assez peu connu. Et j'ai eu salle comble pour ma première conférence, donc j'avais une centaine de personnes. Je vous raconte pas la difficulté à m'exprimer au début, mais bon, ça s'est bien passé et ça a été passionnant. J'ai eu beaucoup de très très chouettes réactions. Et j'ai continué à faire ça chaque année parce qu'il y avait toujours plus de monde qui était intéressé à comprendre comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, je vais vous le décrire, peut-être un petit peu plus simplement et moins étoffé que quand je le fais en conférence, parce que là, on a seulement un quart d'heure, 20 minutes par rapport à une heure ou plus. Mais je vais quand même vous en parler. Donc ce sont des stratégies qui prennent leur naissance vraiment très tôt dans la vie et ce sont des stratégies de survie. Donc, le risque, ce serait de se voir faire aujourd'hui et de se trouver vraiment bête de réagir comme ça, et ça n'est pas le cas. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent et qui me disent bonjour. Je vois pas qui c'est, mais allez, je parie que c'est Fabienne. Je fais un petit pari. Euh, donc oui, il n'y a pas à s'en vouloir à vivre ces réactions et ces stratégies parce que à l'époque, c'était vraiment une possibilité de se sauver la mise, en tout cas de sauver son équilibre psychique. Je suis pas sûre que dans l'état d'un tout petit bébé, on ait la capacité de sauver sa vie, mais on peut sauver son équilibre psychique. Et donc, pour vous parler des mécanismes de défense, j'ai besoin de vous parler un tout petit peu du cerveau. Le cerveau, lorsqu'il arrive sur Terre, vraiment, l'être humain fait partie des mammifères les plus démunis. On voit les chevaux, quand ils arrivent, ils se lèvent et ils sont capables de se mettre en route avec leur mère, avec le groupe, pour pouvoir s'en sortir. Or, l'être humain, il n'est pas du tout capable de se lever en arrivant. Non seulement physiquement, il ne l'est pas, mais en plus, psychiquement, il n'est pas du tout en pleine possession de ses moyens. Le cerveau qui va nous permettre de faire des choix, d'avoir un recul sur soi et d'avoir une analyse sur ce qui se passe et sur ce qu'on vit, ce cerveau-là sera fini entre 25 et 30 ans. Donc, quand on arrive sur Terre, il est quasiment pas là. En tout cas, il est pleinement immature.
Donc ça, c'est le troisième cerveau. Celui qui est juste en dessous, c'est le cerveau émotionnel et il est lui aussi immature. Donc il n'y a que le premier cerveau, le cerveau instinctif qui sera opérationnel chez un tout petit enfant. Donc ce cerveau instinctif, c'est celui qui fait que notre cœur bat de manière, c'est notre système autonome en fait. Et puis c'est aussi celui qui va donner des réactions très basiques à un danger. Par exemple, la fuite, le combat ou le fait de se figer et de ne plus rien pouvoir faire. Donc ce sont des réactions, vous voyez, qui ne passent pas par la réflexion. Et pour voir comment une information traverse ces trois cerveaux-là, vous pouvez imaginer que juste derrière vous, là, il y ait un énorme bruit, un bruit de très fort. Et ce bruit-là va passer par vos trois cerveaux à une vitesse très différente. La première chose que vous allez faire, c'est sursauter. Et là, tout votre corps, votre système nerveux va envoyer de l'information chimique pour pouvoir soit fuir, soit se battre. Et puis ensuite, votre cerveau émotionnel va pouvoir se dire waouh, j'ai eu peur. Et puis ensuite, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est que la porte qui a claqué. Et donc, en fait, vous voyez, au niveau de la rapidité, il faut un certain temps pour que ça arrive au troisième cerveau qui réfléchit. Et il faut même une certaine élaboration pour que le cerveau émotionnel se dise, bon, ben, j'ai eu peur. Il n'y a que le cerveau archaïque qui va d'abord, en fait, il va court-circuiter les autres. C'est un système de survie qui est extrêmement intelligent et bien fait. C'est-à-dire que dans un moment de survie pure qui est crucial, le cerveau le plus rapide, qui est le cerveau archaïque, va court-circuiter les deux autres pour qu'on ait pas à prendre du temps de réfléchir, de savoir ce qui s'est passé. Non, on s'enfuit ou on se bat. Et vous pouvez voir ça dans les vidéos qui me touchent toujours beaucoup. Sur Facebook, souvent, il y a des vidéos avec des gens qui s'amusent à faire peur à d'autres. Moi, je déteste qu'on me fasse peur. J'ai un système de survie qui est facilement activé. Et donc, j'ai dû beaucoup m'en occuper parce que lorsqu'on me fait peur, je me sens profondément attaquée. Même après, je me sens mal. Et bien, dans ces vidéos, vous allez voir des gens qui vont faire peur à d'autres. Eh bien, les réactions de ceux qui ont peur sont très différentes. Il y en a certains, bon, première réaction, c'est une énorme surprise, ils vont se mettre à hurler. Il y en a d'autres qui tombent assis par terre, littéralement assis. Donc, il y a une espèce de reset là, même le corps ne veut plus tenir debout. Et il y en a d'autres qui foutent directement un gros coup de poing à celui qui vient de leur faire peur. Et ça n'est pas, il n'y a pas de réflexion qui a le temps d'intervenir là-dedans. Il y a même pas de maîtrise de soi. La personne a peur et paf, elle envoie un coup de poing, même si c'est son frère, sa mère ou son fils qui lui fait peur. Et donc là, vous voyez comment le cerveau primitif est en mode réaction de survie. Et il n'a pas du tout le temps de se dire, ah, mais c'est une blague, ah, mais on me fait peur, ah, mais en fait, c'est ma mère, je vais pas lui mettre un pain dans la figure. Donc voilà, c'est juste une illustration qui montre bien comment l'information se balade de manière de vitesse, je vais y arriver, à vitesse différente dans ces trois cerveaux. Donc lorsque nous arrivons sur Terre, nous sommes donc dans une immaturité psychique assez totale. Et bien entendu, on va avoir des besoins. Le besoin des besoins primaires, hein, respirer, être en sécurité, euh, euh, manger, dormir, boire, tout ça sont des besoins primaires. C'est sûr que si on ne les a pas, notre corps va dépérir. Mais il n'y a pas que les besoins primaires et physiques, il y a aussi les besoins psychiques. Un tout petit enfant a besoin d'être accueilli avec douceur. Il est dans un tel état de dépendance, mais on s'en souvient plus du tout, mais on n'a même pas la possibilité de porter sa tête. Donc, si on prend pas soin de nous au niveau accueil, douceur, soin, portée, etc., eh bien, l'enfant va vivre un état d'insécurité qui sera déjà assez fort. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on apprend beaucoup à porter les enfants, les tout petits bébés. Et par exemple, quand on les tient par la base, donc sous les fesses, ils ont tout leur corps qui est soutenu.
Et c'est pas du tout la même chose que de les tenir sous les bras, par exemple. Vous voyez parfois des parents qui tiennent l'enfant juste sous le bras, bah, évidemment ça tient, mais l'enfant est livré à lui-même sur toute la surface du corps qui est en dessous. Donc, c'est pour juste illustrer que l'enfant ne peut pas se tenir lui-même. Donc, s'il n'est pas tenu avec sécurité, il a des risques de se sentir en insécurité. Et puis, il y a aussi le besoin de considération. Bien sûr, plus il va grandir, mais même petit, qu'on soit en relation avec lui, avec le visage, avec les mouvements corporels, le sourire, le fait d'entrer en relation avec lui, comblent les besoins de considération. Est-ce qu'on va beaucoup interagir? Est-ce qu'on va jouer avec lui? Il a besoin qu'il y ait une sorte d'attention, d'écoute, de prise en compte de sa personne. Et c'est comme ça que son cerveau va pouvoir développer la conscience de soi. C'est quand même énorme. On est en train là pendant tous ces jours, on a travaillé sur la conscience de soi, à rééduquer, parce que nous, adultes, lorsque nous arrivons avec des manques, on est en nécessité, en responsabilité de se rééduquer sur ce qu'on n'a pas reçu correctement. Eh bien, le besoin de considération est vraiment très important. Quand l'enfant va grandir, il aura besoin qu'on l'écoute, il aura besoin d'avoir un espace de parole, qu'on l'accueille avec bienveillance. Si on se moque de lui à chaque fois qu'il parle, ça donnera pas du tout le même adulte que si on l'écoute à chaque fois qu'il parle. Ça, je vous fais pas un dessin, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et puis, il aura aussi besoin d'amour. Je vous les énumère pas tous, mais les trois grands, l'accueil, la considération et l'amour. L'amour va permettre à l'enfant de se sentir quelqu'un d'important. Donc, il va pouvoir développer dans sa psyché la valeur de soi. Si à chaque fois qu'on le voit, ça fait pas plaisir et puis qu'il se sent malvenu plutôt que bienvenu, hein, il y a vraiment une différence entre être maltraité et bien traité ou bien traité. Vous voyez les trois parties. Donc on peut être malvenu et on peut être bienvenu et ça donne pas du tout le même chemin neuronal et ça donne pas du tout le même résultat pour l'enfant et puis ensuite pour l'adulte qu'il sera. Donc voilà, les besoins de l'enfant sont. Je ne peux pas dire autrement. Les besoins de l'enfant sont. Et on a fait des tests. Je crois que c'était en Roumanie, dans certains orphelinats. On s'est donné l'opportunité d'accompagner, de nourrir des enfants avec un masque blanc sur le visage, donc aucune expression. Par contre, bien nourri, bien langé, rien de spécial, mais aucune interaction humaine et émotionnelle. Et les enfants mettaient à peu près 3 mois à se laisser littéralement mourir. Ils arrêtaient de manger. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans interaction. Notre psyché ne peut pas vivre sans la psyché des autres. Les cerveaux se développent lorsqu'ils sont en connexion avec les autres. Voilà. Alors, lorsque ces besoins de l'enfant sont là et qu'ils ne sont pas satisfaits, parce qu'un parent, aussi bienveillant soit-il, ne peut pas être là tout le temps. Il y a aussi les éducateurs, il y a la porte qui claque, il y a un bébé qui pleure parce qu'il a froid, puis finalement on lui donne à manger, parce que c'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce que l'enfant a vraiment besoin. Donc l'enfant, lui, il est dans une sensation-réaction. Il sent les choses dans son corps. Lorsqu'il a faim, il a mal, il pleure, il reçoit à manger. Lorsqu'il a besoin de sécurité et de chaleur et de contact et il a mal, il pleure et il reçoit un câlin, ou alors il reçoit à manger. Vous voyez comment il peut être comblé ou non comblé. Et il faut le remettre au niveau des besoins d'un enfant. On peut avoir la sensation d'avoir manqué d'énormément de choses, mais si on le... Comment je pourrais expliquer ça? Je vous en reparlerai encore après, mais il faut se remettre dans la peau du petit bébé. S'il n'a pas d'attention, il va souffrir. Mais l'adulte va se dire, bah, c'est bon, je vais juste faire pipi ou je vais juste prendre ma douche et puis je reviens tout de suite vers toi. Mais sachant que lui, il est en train de souffrir et que jusqu'à 2 ans, il n'a pas de notion de temps, eh ben, il est en train de souffrir pour l'éternité.
Et donc, bien entendu, c'est pas une faute grave du parent parce qu'il a besoin d'aller faire pipi ou de prendre sa douche, ce parent-là, mais l'enfant, de fait, est en train de souffrir. Donc, de fait, nous avons tous souffert de manque, d'être comblés dans nos besoins les plus fondamentaux. Alors, lorsqu'un donc là, je vous parle vraiment du cerveau le plus archaïque. Euh, Imaginons que l'enfant grandisse, il a 5 ans, 4 ans, et par exemple, un exemple tout bête, vous mettez votre enfant au coin et vous lui dites maintenant, tu vas réfléchir à ce que tu as fait. C'est pas possible. C'est comme si vous lui donniez une addition, une multiplication hyper complexe ou à résoudre un problème quantique. C'est exactement le même problème pour lui de réfléchir à son acte parce qu'il n'a pas les neurones et les connexions faites physiquement dans son cerveau. Ça n'existe pas encore. Donc, en fait, vous lui demandez quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et comment se sent un enfant qui ne peut pas répondre à quelque chose qu'on lui demande, en plus en haussant le ton et avec une force très, très, très impactante, eh bien, il risque de plutôt se sentir euh, pas adéquat, nul, bête, mauvais. Voilà, simplement parce qu'il ne peut pas répondre à ce qu'on lui demande. Or, ça semble être très important pour l'adulte qu'on réponde à ça et il ne peut pas. Il ne sait même pas. Vous demandez à un enfant de 4 ans qui est au coin, est-ce que tu sais pourquoi tu es puni? Il y a de grandes, grandes chances qu'ils vous disent non, je ne sais pas. La seule chose qu'il sait, c'est il s'est passé quelque chose, que ça n'a pas été bien et que l'adulte a été mécontent et qu'il est grondé. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment très factuel. Et donc, l'émotionnel qui se déclenche à ce moment-là est immature, hein. Vous voyez bien, les enfants, quand ils sont joyeux, ils sont immensément joyeux. Puis quand ils sont tristes, ils sont immensément tristes. En fait, le deuxième cerveau aura besoin de beaucoup d'années pour alchimiser, intégrer, connecter les neurones entre eux. Un bébé naît avec beaucoup plus de neurones que je n'en ai aujourd'hui, mais ce qu'il va devoir fabriquer, c'est les connexions entre ces neurones, et ces connexions seront totalement liées aux expériences qu'il va faire. S'il a des chouettes expériences, s'il en a beaucoup, s'il en a des moins bonnes, s'il en a très peu, ça fait pas du tout le même cerveau. Voilà. Et donc, l'émotion, quand elle naît, elle est immense. Et si le parent est là pour accueillir, par exemple, un enfant qui tombe, il se fait immensément mal, il a mal pour toujours, il est désespéré là-dedans. Si les bras chaleureux l'accueillent et qu'il peut pleinement se jeter là-dedans et bénéficier de la chaleur humaine, il n'a pas forcément besoin qu'on lui demande ce qu'il a, qu'on lui explique ce qu'il a, etc. Mais on peut être présent, eh bien, il va se rassurer là-dedans. Et plus il grandit, plus on peut même mettre des mots dessus. Est-ce que tu as ressenti ça, ou je comprends que tu sois en colère, mais il faut quand même mettre tes baskets. Mais je comprends que tu sois en colère, viens vivre ta colère et puis repars et joue. Alors évidemment, je vous le fais en très théorique, hein, et puis chaque adulte a à gérer aussi ce qui se passe dans ses mécanismes de défense à lui. Donc, mais dans l'idéal, voilà ce qu'on aurait eu besoin de vivre en tant que petit enfant, c'est de pouvoir se jeter dans la chaleur de quelqu'un d'autre quand on est dans cette immense désespoir qui ne s'arrête pas, ou immense colère, en fait, dans cette immense émotion qu'on a. Et il y avait un neuropsychiatre, et je me souviens plus de son nom, qui disait, dans un cerveau tout neuf, même un plaisir est un trauma. Parce qu'en fait, ça n'est jamais arrivé. Donc, même si c'est super bon, vous avez déjà vu la tête d'un bébé qui mange une glace pour la première fois, même si c'est super bon et il y reviendra, eh bien, même si c'est bon, il est quelque part un peu traumatisé par cette première expérience. On peut sauter à l'élastique, trouver ça fabuleux, mais on est un peu traumatisé par l'expérience, c'est-à-dire que notre cerveau est en mode intégration de quelque chose qu'il n'a jamais vu, jamais senti et jamais géré. Alors, on voit pourtant des enfants tout petits qui sont déjà catalogués insupportables, têtus, etc. Quelle responsabilité. Eh oui, 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 oui. Alors, ils sont insupportables, ils sont insupportés.
par la psyché du parent qui est là. Et je peux très bien le comprendre. Et j'ai été moi-même un très mauvais parent de ce point de vue-là, parce que j'ai, c'est ma fille qui m'a fait travailler tout ça et qui m'a demandé d'aller travailler tout ça à l'intérieur de moi, parce que nos enfants sont nos plus grands déclencheurs, nos conjoints, enfin tous ceux qui sont très proches, mais nos enfants viennent particulièrement nous faire travailler. Et c'est un autre sujet, mais on a sûrement des, des contrats d'âme là à travailler, à nous aider à travailler les uns les autres. Et quel dommage. Eh bien, ce qui est dommage, c'est d'être catalogué insupportable et que l'enfant en fasse sa carte de visite, enfin sa carte d'identité à terme. Mais c'est l'expérience humaine qu'on est venu faire. Et un enfant qui aura manqué sera un enfant qui aura développé des compétences dont on va parler maintenant, c'est-à-dire les stratégies de mécanismes, les mécanismes de défense, les stratégies de survie, va développer des compétences qui font partie de son chemin de vie. Donc moi je n'ai aucun jugement sur la qualité d'un parent. Par contre, je travaille à ce que chacun reprenne sa responsabilité, moi en premier. C'est le plus compliqué. Reprendre sa responsabilité dans la relation de couple, reprendre sa responsabilité dans la relation avec nos enfants, reprendre ma responsabilité de mes émotions et de mes réactions, compliqué. C'est hyper challengeant, ça demande un grand courage. Alors, bon, passons dans les stratégies en elles-mêmes. Donc, cet enfant ne va pas développer son cerveau de la même façon s'il a été bien reçu ou moins bien reçu. Et donc, il va grandir et devenir un adulte qui aura certains réseaux fabriqués et d'autres réseaux neuronaux non fabriqués. Et c'est là qu'intervient la responsabilité de soi-même en tant qu'adulte. C'est très bien de dire, ben moi j'ai manqué de ci, ça, ça, ça. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, il y a sûrement même un sens si on va regarder dans l'astrologie de pourquoi j'ai manqué de ça, qu'est-ce que je voulais apprendre sur cette terre, autre sujet. Mais soit on reste planqué derrière ce qu'on ne nous a pas donné, soit on prend la responsabilité de maturer ses réactions, de maturer ses émotions et de faire grandir ce cerveau. Comme je disais, si ça avait été je sais pas, à l'époque, on a une jambe plus courte que l'autre et puis ben, on peut pas opérer, eh ben, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous diriez, ben, tiens, ben, maintenant, ça se fait super bien, je vais aller me faire opérer. Voilà. Donc, vous allez prendre votre responsabilité d'adulte de régler votre pied décalé depuis que vous êtes né. C'est exactement la même chose dans la psyché. C'est aussi bête que ça. Ça demande juste un courage parce qu'il y a une sorte de tabou sur tout ce qui est psychique et ben, je ne vais pas aller me faire soigner parce que je suis pas fou. On n'est pas fou de se faire soigner, on est responsable. Hein, c'est comme si on allait dire, bah, je ne vais pas prendre de douche hein, parce que je suis pas sale. Bah, au bout d'un moment, si. Voilà. Alors, plus le cerveau va grandir et plus les stratégies pour s'en sortir vont évoluer. Juste avant de vous parler des stratégies, revenons juste au trauma. Le trauma de manquer de quelque chose au niveau de nos besoins fondamentaux va être tellement complexe à gérer par ce cerveau immature que ce manque, cette douleur, parce qu'on parle de douleur, la douleur engendrée par le manque d'attention ou le manque d'amour ou le manque de considération ou le manque de soins ou le manque de nourriture ou le manque de rire à la maison ou le manque généré par un besoin qui n'a pas été comblé fait de la douleur. Et c'est cette douleur notre problème dans notre psyché. La douleur abîme le cerveau. Donc le cerveau, au bout d'un moment, il doit trouver une porte de sortie. Et une des portes de sortie, ça va être de se couper de ce qui est douloureux. Il va faire une scission dans sa conscience et il va refouler tout ce qu'il ne peut pas gérer. Alors, j'aime bien parler à mes clients de placard, c'est-à-dire que, imaginons que moi, toute petite, j'ai besoin d'être aidée à faire quelque chose parce que je n'ai que 2 ans et je peux pas porter le plateau avec le verre, mais j'aimerais tellement le faire, mais j'y arrive pas. Eh bien, si j'ai ce besoin d'être aidée et puis que ça ne vient pas et que finalement mon verre tombe et puis que finalement soit tout le monde rigole, soit je me fais gronder, euh, eh bien, la douleur qui va être générée dans mon cerveau d'avoir raté et d'avoir été moqué, par exemple, euh,
va être insupportable et je ne vais pas pouvoir gérer la pression, la tension de douleur qui va être dans mon cerveau parce que je n'ai pas encore les capacités de me dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est normal, je n'avais que 3 ans, je n'ai que 3 ans, je ne peux pas porter un verre et puis s'il tombe et il ne rit pas parce que je suis nulle, il rit parce que c'était drôle mon essai de tenir ce verre sur mon plateau. Je n'ai pas les possibilités de faire ça. Donc, la douleur, je l'ai là dans mon cerveau. Ça développe le stress, du cortisol, des tas d'hormones qui sont dangereuses pour les connexions neuronales. Mon cerveau trouve une solution. Il prend la totalité de la situation et il la stocke dans un placard pour plus tard quand on pourra gérer ça. Donc, dans ce placard, il y a une partie de moi, toute petite, qui a 2 ans et qui gère une douleur terrible parce qu'on est en train de rire de moi. Je stocke ça dans un placard. Heureusement, ça me permet de survivre, d'avoir une partie libre qui continue à jouer, à rire et à grandir. Et puis, ce placard est bien fermé. Et puis, je remets une deuxième couche de porte et je l'oublie complètement. La majorité d'entre nous ne se souvenons pas de ce qu'on a vécu comme trauma. Par contre, nous avons une quantité certaine de placards. Moi, pour ce que j'ai vu dans mes accompagnements, on n'en a pas 36, on en a, à mon avis, moins que 5. Mais 5 placards dans lesquels on a stocké une douleur intense. Et si on ouvrait ce placard 40 ans après, on serait en capacité de toucher exactement le même état qu'à l'époque. C'est-à-dire 2 ans, pas possibilité de m'exprimer, une douleur dans toute la tête et dans tout le corps parce qu'on rigole de moi, impossibilité de tenir mon plateau, impossibilité de leur dire d'arrêter de rigoler, impossibilité de gérer mon émotion. La même configuration est stockée dans ce placard. Donc, vous comprenez bien que je ne vais jamais avoir envie de l'ouvrir. Et donc, je vais développer des stratégies pour éviter mon placard. Je ne vais plus jamais passer par là. Je ne vais plus jamais porter un plateau. Je vais toujours, je vais faire très attention à avoir toutes mes capacités quand j'entreprends quelque chose. Je ne vais plus me lancer si je ne suis pas sûre de réussir. Vous voyez comment ça se fabrique. Et puis en même temps, là, j'ai un besoin à l'époque qui a été non comblé, c'est-à-dire recevoir de l'aide et de la considération. Eh bien, ce besoin reste ouvert. Il appelle. Et je ne vais avoir de cesse que d'avoir envie que ce soit comblé. Donc, il y a des chances que j'arrive en relation avec mon besoin de considération qui appelle. Et il y a des chances que je choisisse quelqu'un qui, lui, dans ses stratégies, sauve et donne tout ce que l'autre a besoin. Donc au début, ça va super bien se passer parce qu'il va me donner ce que j'ai besoin. Mais il faut que je fasse attention de ne jamais ouvrir ce placard dans lequel il y a quelque chose de très compliqué à vivre et à gérer. Pourquoi le cerveau, grandissant, continue à avoir peur de ne pas savoir gérer? Parce que c'est le cerveau archaïque qui a stocké ça. Et c'est lui qui était à l'époque dans l'incapacité de le faire. Le nouveau cerveau, là, le troisième, qui est là depuis qu'on a 28, enfin, qui est fini depuis nos 30 ans, on va le dire comme ça pour simplifier, lui, il est tout à fait en capacité de survivre à une grosse rigolade qu'on ferait sur moi. Mais le cerveau archaïque ne le sait pas. Donc, c'est lui qui gère les instincts de comportement que je vais avoir je sais pas, choisir de ne pas travailler en groupe parce que le groupe pourrait se moquer de moi, choisir de ne pas vivre avec quelqu'un parce qu'il pourrait se rendre compte que bah, je rate des choses et que je suis pas aussi bien que prévu. Je pourrais choisir de ne pas vivre au bord de la mer ou de ne pas vivre à la montagne ou de ne pas vivre en ville ou de ne pas vivre seul. Ou tous les choix peuvent être générés par ce cerveau qui fait attention de ne plus jamais ouvrir certains placards de nous parce que dans ces placards, il y a une souffrance ancienne et un besoin qui n'a pas été comblé et on n'osera plus jamais toucher à ça parce qu'à l'époque, on a failli en mourir de douleur. Dites-moi si ça vous parle et si ça fait des liens à l'intérieur de vous, parce que peut-être que je vous parle de choses qui
qui sont complexes ou ma façon de m'exprimer. Dites-moi si ça fait, si ça fait écho chez vous. Alors, donc, on a une blessure, on va dire, on a une douleur qui va générer des comportements de protection qui sont des stratégies pour s'en sortir. Alors, les stratégies pour s'en sortir sont bien les mécanismes de défense. Ça va être soit des stratégies chimiques, hein, d'avoir des peurs de protection, avoir peur de prendre la parole en public. Si votre vie n'est pas en jeu, c'est une peur de protection. Si vous êtes en train de traverser la route et puis tout d'un coup quelqu'un klaxonne, c'est une peur pour survivre. Donc c'est une réelle peur. Ça fait que vous allez avoir un énorme flot d'adrénaline qui fait que vous allez pouvoir vous mettre à reculer très très vite ou à courir très vite pour éviter la voiture. Donc ça, c'est cohérent. Mais si ça vous empêche de faire quelque chose et que votre vie n'est pas en danger si vous le faisiez, comme dire quelque chose à quelqu'un, prendre la parole en public, vous lancer dans une nouvelle affaire, euh, si votre vie n'est pas en danger, c'est que c'est une peur de protection. Et chimiquement, le cerveau crée du stress et qui vous dit, ah, il faudrait peut-être pas que j'y aille. Mais jamais il va vous dire la fin de l'histoire, c'est-à-dire, rappelle-toi, quand tu avais 3 ans, il t'est arrivé ça et tu as décidé qu'il valait mieux ne plus jamais te remettre dans une situation où ça pouvait recommencer. Donc, tant qu'on n'a pas la base, on a juste la stratégie. Et la stratégie, même si notre mental trouve plein de bonnes raisons, oui, mais bon, c'est pas très sûr en ce moment de lancer une nouvelle affaire. Oui, mais bon, si jamais je dis quelque chose cache à quelqu'un, peut-être qu'il pourrait souffrir. Ta. Ça, notre cerveau et notre mental est très fort pour donner des bonnes raisons qui expliquent la stratégie de survie. La stratégie de survie ne nous sert pas, elle nous dessert. La majorité du temps, en tant qu'adulte en tout cas. Elle nous sauve la vie petit pour sauver notre cerveau, pour qu'il puisse continuer à grandir. Il y a des enfants qui naissent en pleine guerre, qui sont traumatisés concrètement tout au long de leur enfance et qui ont cette capacité de résilience, c'est-à-dire d'oubli du trauma, pour pouvoir continuer à grandir. Donc ça nous sauve la vie. Et là où ça nous pourrit la vie, c'est quand, adulte, le danger n'est plus là, mais on continue à vivre comme si le danger était là. Et donc à ne pas vivre pleinement comme un adulte qui a envie de vivre. Vous me suivez? Ok. Alors, il y a les stratégies chimiques, il y a les stratégies très archaïques de dévalorisation. Quand le cerveau est encore très petit, eh bien, il est en très petite capacité de créer des réactions. Donc, il va, par exemple, penser que c'est de sa faute, que c'est lui qui a quelque chose qui ne va pas. Parce que s'il ne reçoit pas d'amour, par exemple, il va se dire, bah, c'est sûrement moi, la dévalorisation, c'est sûrement moi qui cloche. Il faudrait sûrement que je sois mieux. C'est pour ça que je ne reçois pas d'amour. Pourquoi cette stratégie est intéressante? Elle n'est pas intéressante longtemps dans la vie parce que le cerveau va grandir et il va trouver des choses plus intelligentes à faire, mais elle est quand même intéressante parce que c'est plus facile pour un petit cerveau de se dire que c'est lui qui cloche plutôt que c'est l'adulte qui est en face, qui est tout, qui donne tout, manger, boire, dormir, sécurité, affection. C'est de lui uniquement que peut venir le fait d'être sauvé. Donc, on ne va pas remettre en question, on ne va pas pouvoir remettre en question cette entité-là. Il sera plus simple, même si c'est un peu tordu, de s'en vouloir à soi. Et puis, ça donne l'espoir quand même de s'en sortir, parce que peut-être qu'en grandissant, je vais pouvoir faire mieux, et puis comme ça, enfin, on va me voir, et enfin, on va m'aimer, et puis enfin, il va se rendre compte que je suis aimable. Vous voyez? C'est une stratégie que je trouve géniale, parce qu'en ce moment, je trouve qu'elle est très active chez beaucoup d'entre nous. Euh, c'est pas simple de remettre en question son parent. Et quand on n'a pas réussi à le faire, eh bien, il est impossible en tant qu'adulte de remettre en question les entités qui nous dirigent. 3 petits points. Voilà. Bref, je vais passer à autre chose. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie archaïque. Et puis après, il y a des stratégies relationnelles. Le cerveau grandit et puis il va trouver des stratégies euh, alors, 2 choses. Soit il va trouver que la cause de sa douleur, elle est chez l'autre. Donc, il va essayer de se mettre en colère, de juger l'autre parce que c'est lui qui est fautif de nous faire ça.
de le confronter au fait qu'il est mauvais et qu'il nous fait du mal. Donc, on peut essayer de le faire plier, on peut lui faire du chantage, on peut se mettre en état de victime pour lui montrer ce qu'il nous a fait, mais tout est toujours la faute de l'autre. Et c'est une stratégie qui évite de souffrir parce qu'on essaye plutôt que l'autre change pour nous soulager, en fait, et nous apporter ce dont on a besoin. Mais dans la stratégie relationnelle, il y a aussi le fait que l'espoir que moi, je vais changer complètement et je vais faire plein d'efforts pour toi et enfin, tu vas me donner ce dont j'ai besoin et je vais arrêter de souffrir de manquer, la douleur de manquer est le problème de base. Mais je peux devenir beaucoup plus belle, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus transparente, beaucoup plus sage, beaucoup plus polie, beaucoup plus ce que vous voulez, riche, tout ce que vous voulez. Ce ne sera qu'une stratégie pour essayer d'acquérir quelque chose pour moins souffrir à un endroit qui est très ancien. Est-ce que vous me suivez? Je vais juste lire vos commentaires. Quand on voit ce mécanisme de protection chez l'autre, comment donner des limites à notre compréhension pour ne pas accepter des choses inacceptables? C'est à nous de prendre en retour nos responsabilités. Nadine. Ok. Si j'ai bien compris, euh, c'est complexe. Alors, je vais relire. Comment donner des limites à notre compréhension pour ne pas accepter des choses inacceptables? Le fait d'accepter des choses inacceptables, je pense, je fais une hypothèse, hein, Nadine, parce que j'ai pas parlé avec toi suffisamment et il faudrait un exemple concret. Un exemple concret est très facile à dénouer. Euh, si on pense qu'on accepte, si on accepte des choses inacceptables, c'est qu'on pense de soi qu'on n'a pas assez de valeur. Donc, on peut être dans cette stratégie de dévalorisation personnelle. Et ensuite, on peut passer justement dans cette sensation, dans cette nécessité de reprendre un peu de pouvoir et de se dire que c'est vraiment l'autre qui déconne. Et donc, je régénère une sorte de force chez moi quand je me permets de juger l'autre ou quand je me permets de le rabaisser ou de lui montrer combien il est inadéquat avec moi, etc. Mais ce que j'évite personnellement à ce moment-là, c'est de sentir la douleur ancienne qui est dessous. L'autre est très rarement la cause. Alors bien entendu, si quelqu'un vous fonce dessus pour vous foutre une énorme claque en pleine rue, il est responsable de son geste. Mais la façon dont on va le prendre, soit la claque, euh, on est responsable de ça. Je vais enlever la claque, on va faire plus simple. Si quelqu'un arrive et met un message derrière ma vidéo, là, puis elle dit, cette personne dit, mais c'est vraiment débile ce que tu racontes. Donc, la personne est responsable de ce qu'elle a dit, certes. Mais moi, je vais être responsable de comment je le prends. Parce que je peux très bien me dire, bah tiens, cette personne, elle n'a pas compris ou ça lui parle pas. Point. Ou alors, je peux me dire, bah oui, je suis vraiment nulle. Ça, c'est une autre stratégie. Ou alors, je peux commencer à lui répondre, bah, et toi, tu as bien vu ce que tu sais faire, tu fais rien de ta vie. Encore une autre stratégie. Et si je suis en état de douleur ancienne réveillée parce que la personne va avoir dit, eh bien, je vais me défendre ou me dévaloriser. Dans une situation comme ça, c'est un peu plus loin de ce que je voulais raconter, mais on est déjà loin dans notre explication, dans notre échange. Dans une situation, il y a toujours ce qui se passe en 2021, en 2022, dans le présent, et il y a ce qui se passe en moi qui est réveillé de l'époque. Et je dois traiter les deux séparément. Si je traite les deux ensemble, je ne peux pas résoudre le problème. Parce que si je règle en 2021, c'est un peu comme si vous aviez été blessé par les relations amoureuses, et puis le suivant qui arrive ou la suivante qui arrive, et ben directement vous l'attaquez à cause de tout ce que vous avez vécu. Mais il y est pour rien. Vous voyez? Bon, il faudrait beaucoup plus de temps pour parler de ça, mais nous ne l'avons pas. Donc, dans les stratégies relationnelles, je vous en ai un peu parlé. Et puis après, la dernière stratégie, quand tout est trop difficile, c'est l'oubli total, le déni en fait. Je vais être dans un déni que j'ai besoin d'aide et je vais devenir quelqu'un qui n'a jamais besoin d'aide. Je reprends mon histoire avec le plateau et le verre et donc je vais me dire, eh bien, à partir de maintenant, je ne sentirai plus jamais que j'ai besoin de quelqu'un, donc je vais devenir ultra forte. Wonder Woman, par exemple. En général, les gens qui sont dans le déni de leurs besoins,
Ils n'ont pas tellement de problèmes parce qu'ils ont besoin de rien. En tout cas, c'est ce que leur cerveau leur fait croire. Et donc, ils viennent pas forcément chercher un coach ou un thérapeute parce qu'ils n'ont pas de problème. Ça dure difficilement sur le temps. Plus on vieillit, plus c'est compliqué. Bon, et bien voilà, donc si ça restait en l'état, eh ben ce serait vachement efficace. On aurait nos anciennes blessures dans des placards, placards bien fermés, stratégie pour ne jamais toucher à nos placards. Et puis tout irait bien, terminé, nickel. Sauf que dans la vie d'adulte, quand on grandit avec ça, eh ben on garde les mêmes stratégies. Nos stratégies qui à l'époque nous sauvaient la vie, aujourd'hui nous obligent à vivre une vie où il faut faire attention au placard, où il faut demander ce qu'on n'a pas reçu, mais quand on le reçoit, eh ben en fait ça comble jamais ce qu'on avait besoin à l'époque parce que l'époque c'est terminé. Et donc, on a aussi des réactions très très fortes à des toutes petites choses. Je sais pas, quelqu'un qui vous dit un mot de travers ou quelqu'un qui se détourne et qui a oublié de vous dire bonjour, je ne sais pas, des petites choses viennent déclencher et rouvrir ces placards malgré tout ce qu'on a fait comme effort pour ne pas les ouvrir. Et c'est là que commence la nécessité de travailler à la libération. Comment on fait? D'abord, on s'observe réagir. Et on ne change pas nos réactions, on s'observe réagir. Si vous changez vos réactions, ça va être encore plus long de s'observer. On s'observe réagir. Ensuite, on accepte de sentir ce que ça nous fait et on ne réagit pas, on sent. En fait, c'est comme si on ouvrait ce placard et on allait s'asseoir à côté de cette petite soie et on sent avec elle, comme si on allait s'asseoir à côté d'un enfant et on se rendait compte enfin de ce qu'elle a vécu. On reconnecte avec le vécu passé. Et le vécu passé n'a rien à voir avec les faits qui se sont passés. Ah, tu te souviens, tu portais ton plateau, puis tu t'es cassé la figure et toute la famille était là et c'était tellement mignon. Ça, ce sont les faits. Et c'est une forme de vérité, mais le vécu, c'est notre vérité. Et tant qu'on n'a pas reconnecté avec notre vérité, eh bien, on est obligé d'éviter ces placards où elle est rangée. Et notre vérité, à certains moments, elle a été extrêmement douloureuse. Personne n'est venu, personne ne l'a vu. On ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur d'un enfant, ou bien parfois ça déborde, mais la majorité, on ne le voit pas. Et donc, nous, adultes, on a la responsabilité d'aller reconnecter avec nous, notre vécu enfant, s'asseoir dans ce placard avec cet enfant, puis juste ouvrir ses bras, ouvrir son cœur et se dire waouh, mais qu'est-ce que ça a dû être dur. Et cette reconnexion refait circuler une énergie. Quand on touche à ça, on a une sensation de libération, ça dégage la colonne vertébrale, ça fait ouf. Souvent mes clients, et moi je l'ai vécu maintes fois, c'est ah mais j'ai chaud tout d'un coup, j'ai chaud, c'est comme si quelque chose se remettait en mouvement. Eh bien, un placard qui est ouvert n'est plus un placard qu'on doit éviter. Toutes les stratégies qui poussaient sur ce placard se défont et la liberté s'ouvre. 42 minutes pour un sujet, vous voyez, où il faudrait encore parler pendant 1 heure. Donc, je vous donne encore un exemple, vous êtes encore là ou qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vous donne encore un exemple. Si vous êtes parti, vous êtes parti. Vous connaissez sûrement l'histoire de Mars et Vénus, là, le théâtre, enfin la pièce qui explique ça, et puis moi j'ai le DVD, Mars et Vénus, le programme de l'homme et le programme de la femme, les programmes sont pas du tout pareils. Et puis prenons l'exemple d'une femme qui a besoin d'être écoutée quand elle rentre du travail. Donc elle commence à parler à son homme, et puis son homme, lui, il est en mode, eh ben moi j'ai été élevé pour trouver des solutions. Donc il lui dit ah mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et la femme, non seulement elle part de son besoin immense d'être écoutée, qui est sûrement très ancien aussi, et elle est très touchée par le fait que l'homme va trouver des solutions. L'homme va trouver des solutions par amour et pour soulager sa femme, mais la femme, elle parle de son problème, mais elle veut être écoutée. Il y a quelque chose de sous-jacent là, et ancien. Et puis du coup, elle va commencer à s'énerver, mais t'écoutes jamais rien. Mais si, je t'ai écouté, bah, tu vois bien que j'ai répondu, non, t'écoutes rien. Eh ben, l'homme va commencer à être vexé parce que c'est comme s'il était nul alors qu'il a fait des efforts pour pouvoir donner des réponses, des solutions, et il s'est mobilisé pour ça. Et donc, vous voyez comment le vécu d'enfant de chacun, là, je vous le fais vraiment très très vite, je vous demande pardon d'avance si c'est pas clair. Le vécu d'enfant de chacun
j'ai besoin d'être entendue. Mais pour ce faire, je te parle d'un de mes problèmes. Et puis l'autre, c'est j'ai besoin d'être considérée. Donc je vais trouver une solution à ton problème, mais je vais pas t'entendre comme tu aurais besoin. Peut-être c'était juste ouvrir les bras et puis que je puisse être entendue en trouvant de la chaleur auprès de toi et juste ah bah oui, je comprends, je te rejoins, etc. Les femmes, on est souvent comme ça, mais c'est pas aussi normé que ça. Mais bon, le besoin, la demande là était pas claire, bien sûr. En général, elle est inconsciente. Et puis ici, il y avait un besoin d'être quelqu'un de bien, qui donne des solutions. Puis ici, comme on ne se sent pas entendu, ben, on commence à attaquer. Stratégie pour ne pas sentir qu'on a mal, on attaque. Et puis comme on attaque, ben, l'autre, il se sent attaqué alors qu'il faisait des efforts pour être quelqu'un de bien et de sérieux, de serviable. Et donc, il se sent nul, mais il veut pas sentir qu'il se sent nul. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il attaque aussi. Et puis, on rentre dans ce, dans ce, dans ce jeu de ping-pong qu'on connaît tous dans nos relations, que ce soit les relations amoureuses, mais même les relations avec les enfants. Ça le fait aussi les relations avec certains amis. Peu importe, en fait, on est dans des stratégies de défense. De défense de quoi? De protection de cette ancienne douleur qu'on ne veut surtout plus toucher parce qu'on a l'impression qu'on va en mourir de nouveau. La bonne nouvelle, c'est que non, on n'en meurt pas de nouveau parce qu'on a un cerveau troisième qui est extrêmement bien équipé. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de rester tout seul comme quand on était petit, que personne venait, que personne voyait et que personne ne venait nous aider à vivre ce truc-là. On peut faire appel à une amie, on peut faire appel à un coach, on peut faire appel à un thérapeute. On n'est plus du tout tout seul. On peut trouver des solutions, on peut aller lire des livres, on peut regarder des vidéos, etc. Donc on n'est plus du tout tout seul. Et comment on fait pour rééduquer un cerveau pour qu'il se rende compte qu'il est plus en risque de mourir? Eh bien, on lui fait traverser l'épreuve, c'est-à-dire de sentir le pire truc qu'il n'osait pas sentir, et puis de se rendre compte qu'il n'est pas mort. Et le cerveau archaïque, là, quand il vous dit il faut jamais prendre la parole, faut jamais prendre la parole, la dernière fois, souviens-toi, on a failli mourir de douleur et de honte parce qu'on s'est moqué de nous. On avait 1 an et demi ou 2 ans et on essayait de dire quelque chose et puis on voulait le dire tellement vite qu'on balbutiait et puis tout le monde rigolait et c'était horrible. Eh bien, quand toute la vie après, on peut pas prendre la parole en public à cause de ça, parce qu'on ne veut pas souffrir de nouveau, eh bien, le jour où on le fait quand même et qu'on accompagne tout ce qui se déclenche à ce moment-là et qu'on nettoie tout ça, enfin qu'on le fait en fait, qu'on le fait, le cerveau archaïque, une fois qu'il a traversé, il fait ah, mais ça devait être un danger. Et on n'est pas mort. Mais c'était un danger, mais on n'est pas mort. Ah bon, bah il n'y a plus de problème alors. Et on déclasse l'histoire des dangers. Et bien, quand c'est déclassé, eh ben, ça n'est plus un danger et ça n'est plus nécessaire de faire des tas de stratégies. La quasi-totalité de nos choix sont faits par des stratégies inconscientes de protection. Et une fois qu'on sait ça et qu'on s'en rend compte, eh bien, ça fait un peu bizarre de regarder en arrière tous les choix de vie qu'on a faits. Et en plus, on a vraiment le désir de retrouver une certaine liberté. Est-ce que vraiment ce que j'aime aujourd'hui, c'est ce que j'aime pour de vrai? Ou c'est la somme de toutes les expériences que j'ai eues où il faut faire attention de ne pas réveiller certains trucs. Hier, je regardais une vidéo d'une fille qui a eu, je sais plus quoi, enfin, elle s'est réveillée sans mémoire. Et elle disait, ben moi, on me disait, bah, t'aimais bien manger ça, ben moi aujourd'hui, ça me fait rien de manger ça. Puis il y a des trucs que j'aimais pas manger, ben aujourd'hui, ça me va très bien de les manger. Vous voyez comment la mémoire définit qui on est. Et la mémoire, quand elle est inconsciente, elle définit inconsciemment qui on est. Soyons conscients de ce qu'on a vécu, reconnectons, libérons et retrouvons cette liberté, cette capacité de rayonner pleinement et de faire les choses comme on les désire aujourd'hui, pas comme on les répare d'avant. C'est un grand travail qui demande beaucoup de courage et qui donne d'énormes résultats. Imaginez-vous libre de réactions émotionnelles perturbantes et perturbées dans votre quotidien. Libre de ça. C'est magnifique. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté, ça fait presque 1 heure qu'on est là. Et je vous rappelle que pendant tout le mois de décembre, je suis disponible pour faire des petits appels de connexion si vous avez besoin de faire le point sur certaines choses. Je suis là.
Et si vous avez besoin de voir comment nettoyer certains trucs, si vous avez besoin de travailler avec moi, n'hésitez pas à faire appel en message et je vous envoie un lien pour prendre un rendez-vous. Et puis en plus, vous bénéficierez des derniers moments de mes tarifs 2021, puisqu'après, c'est une autre année. Voilà, je vous dis donc à demain. Demain, je vous parle du bénéfice de vieillir et je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Bye bye.